Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés en ce mardi 8 octobre, 9 octobre 8, voilà, mardi 8 octobre parce que certains d'entre vous demandent la date. Alors aujourd'hui, on va faire une petite mise au point et on va faire une émission de questions parce que d'abord on vous avait dit qu'on allait en faire une et ensuite on a donc commis 2 émissions de fond sur l'Allemagne, sur le dossier de l'Allemagne, et vous avez eu des questions, j'ai ouvert un espace donc, qui était sur YouTube, vous l'avez peut-être raté, mais toujours est-il, où certains se posent des questions financières, et on va aujourd'hui les traiter. Donc, très bien. En avant. Je ne les connais pas. Hein. Non, tu ne les connais pas. C'est toujours le jeu. C'est Charles ne connaît pas les questions à l'avance, et on le surprend avec des horribles questions. Alors, bonjour. Sur les cadrans économiques, nous sommes en croissance inflationniste ou ralentissement inflationniste. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons monté un outil pour vous aider à gérer votre épargne qui s'appelle l'Université de l'épargne, dans laquelle Charles reprend une de ces grandes théories qui s'est fait piquer d'ailleurs dans les années 80 par... tout le monde l'a utilisé depuis, oui. Je l'ai sorti en 78 et puis c'est devenu... c'est parti dans toutes les études. Voilà, qui était donc un cadran où il y avait en horizontal la croissance économique, est-ce qu'il y a croissance ou est-ce qu'il n'y a pas croissance, et inflation ou pas inflation. Et donc, on travaille là-dessus depuis toujours. Et quand vous êtes en bas à droite, c'est-à-dire quand vous avez une période où il n'y a pas d'inflation et où la croissance est bonne, c'est là où tous les grands marchés haussiers se passent. Puis vous passez, s'il y a trop de bêtises qu'ils ont faites, vous passez en croissance inflationniste. Ça se passe en général quand il y a une guerre ou quand on a un gouvernement socialiste, ce qui en général fait plus de dégâts que la guerre, mais enfin là-haut. Et à ce moment-là, vous devez passer plutôt dans l'or. Et puis ensuite, comme l'inflation, ça finit toujours par tuer la croissance, etc., vous passez dans une période où vous n'avez pas de croissance et toujours de l'inflation. Alors c'est là où on se fait massacrer dans les marchés des actions. Ce qui est un peu en ce moment, non ? Non, pas vraiment encore. Il y a toujours de la croissance pour l'instant. Et en bas, vous avez... chez nous. Mais dans le monde, on peut jouer la croissance monde. On joue la croissance monde. Et en bas à gauche, vous avez ce qu'on peut appeler la dépression, les années 30 ou le Japon dans les années 90. Vous avez la croissance qui baisse, c'est pas d'inflation. Et à ce moment-là, il faut avoir que des obligations. Donc en quelque sorte, quand vous regardez cette espèce de cadran, vous voyez qu'il y a un actif qu'il faut jouer dans chacun des cadrans quand on sait qu'on est dans quel cadran on est. Donc vous avez les actions, l'or, le cash ou les obligations. Donc ça vous permet de... C'est une espèce de carte que vous mettez pour savoir où vous êtes et où vous voulez aller, et où on va aller. Et à ce moment-là, vous gérez en conséquence la gestion. Est-ce qu'un économiste qui s'appelle Brown, qui était un type très étonnant, qui s'est présenté aussi 2 fois à la présidence des États-Unis comme libertarien, tu vois, donc c'était quelqu'un cher à mon cœur. Avant Rand Paul ? Oui, avant Rand Paul, c'est ça. Il a dit quelque chose qui est tout à fait exact et qu'on développe d'ailleurs dans l'Université de l'épargne, c'est que si vous mettez sans arrêt un quart en action, un quart en or, un quart en cash et un quart en obligation, et que vous rebalancez, vous connaissez la technique du rebalancement, vous retournez toujours à un quart, vous faites à peu près 4% réel avec une volatilité très faible. Donc et ça, c'est très drôle parce que y a des gens qui sont pas très aimables d'ailleurs, mais qui disent oui, mais la rentabilité de Charles Gave, elle est nulle et tout ça. Ça fait moins bien que quel ETF ou cet ETF. La question, encore une fois, dans ce portefeuille, celui qu'on propose dans l'Université de l'épargne, n'est pas simplement la rentabilité, c'est aussi la volatilité. C'est-à-dire de se dire, on va vous assurer, encore une fois, une croissance relativement pérenne sur laquelle on se met d'accord. Qui sera sans doute supérieure à l'évolution de votre revenu disponible. C'est-à-dire que si vous êtes un employé normal, votre salaire va monter peut-être de 2 ou 3% par an si tout va bien. Là, vous ferez du 4% réel. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que ce que vous ferez dans votre salaire. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans d'épargne... Sachant que l'inflation risque de remonter si on rebaisse les taux, ce qui nous pend au nez. Dans ces cas-là, l'inflation va revenir. Donc, s'assurer d'avoir une croissance au réel. C'est-à-dire vous doublez votre argent, votre capital en pouvoir d'achat en 18 ans. Eh ben, vous pensez que mais si vous épargnez pendant 36 ans, ça veut dire que vous avez quadruplé votre capital et vous aurez... en dormant sur vos 2 oreilles. Il n'y a pas de volatilité, hein, ça bouge pas. Il y a des gens qui veulent jouer avec leur portefeuille et qui tous les jours veulent s'amuser, j'achète du total, et c'est très bien. Faites cela, ceux qui ont envie de le faire. Ceux qui ont envie d'avoir une gestion de bon père de famille, de s'en occuper
quelquefois parce que le reste du temps, ils ont les enfants amenés au foot, ils ont le marché à faire et ainsi de suite, ceux-là, et vous économiserez beaucoup sur tous les coûts de transaction, etc. C'est parce que vous travaillerez assez peu, donc il y aura assez peu de mouvements. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a la hausse il y a 3 critères importants dans la gestion. Vous avez, le premier, c'est votre performance. Bon, ça, tout le monde comprend. Le deuxième, c'est la volatilité de votre performance. Par exemple, le marché des actions fait beaucoup mieux qu'un portefeuille, mettons, Brown, dont je viens de parler, aux États-Unis en particulier. Mais vous avez des périodes de 10 ans où vous gagnez rien. Tandis que l'autre, il monte de 4% par an tranquille. Donc, si on a besoin de son argent à n'importe quel moment, parce qu'en principe, quand vous gérez un portefeuille action, quand vous allez être viré au creux de la récession, vous aurez besoin de votre pognon à ce moment-là, et votre pognon, il aura baissé de 50%. Tandis que dans le portefeuille Brown, vous le virerez, il sera au plus haut. Donc c'est pas du tout le même outil. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire aux gens, les actions, c'est quand même pour les gens qui ont déjà des réserves souvent tellement importantes qu'ils s'en foutent d'attendre 10 ans. Mais la plupart des gens de l'université de l'épargne, ils peuvent pas attendre 10 ans. S'ils ont un pet, ils seront obligés de liquider leur portefeuille. Donc c'est pas du tout le même produit. Et il y a la volatilité. Et le troisième, c'est est-ce que vous êtes corrélé avec les autres activités économiques? C'est-à-dire, est-ce que quand tout le monde gagne de l'argent en même temps, tout le monde baisse de l'argent avec ça, vous êtes corrélé avec personne. Vous avez une espèce d'outil qui est corrélé avec personne, qui vous donne une bonne rentabilité, qui n'est pas volatile. Mais c'est l'alpha et l'oméga de la gestion. C'est ça que tous les gérants cherchent. Et là, on le dit aux gens, et on l'a dit aux gens d'ailleurs de l'université de l'épargne, si vous voulez vous mettre un quart, rebalancer comme ça, c'est très bien. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de nous. Nous, on va essayer de faire 1 ou 1,5% de plus, en mettant des petites clochettes sur le truc, en achetant celui-là ou en vendant celui-là, mais 4%, c'est très bien. Bien sûr. Donc, toujours le même internaute te demande si il doit acheter des obligations européennes, asiatiques. Est-ce qu'acheter des chinoises, c'est trop tard? Et est-ce que les américaines sont risquées? Alors, je vais répondre de cette façon-là, une façon structurelle. J'ai parlé de l'or tout à l'heure, que vous achetez quand vous étiez là-haut. Ce qui est très intéressant pour un économiste, ou pour un géopoliticien, ou j'en sais rien, c'est de regarder historiquement qui a détenu l'or. Alors l'or, grosso modo, c'était au début il était dans l'Empire romain d'Orient. Tu vois, c'était qui a disparu, mais puis il est passé lentement de l'Empire romain d'Orient vers Venise, qui a dominé la Méditerranée, le commerce de la Méditerranée, etc. Et puis, quand la Méditerranée ne servait plus à rien parce qu'il se passait autre chose, l'or est passé de Venise à Amsterdam. Oui. Puis il est arrivé à Amsterdam, et puis là, il est passé à Londres. Et c'était chaque fois parce que c'était le pays qui devenait dominant du point de vue économique, qui était très compétitif et qui gardait l'or. Puis il est parti de Londres pour aller à New York, et maintenant il est en train d'aller en Asie. Alors, pour répondre à la question, s'il y a une règle qu'il ne faut jamais oublier, c'est vous n'achetez jamais d'obligations dans un pays dont l'or s'en va. Oui. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas compétitif dans les pays où l'or arrive. Et donc, ça veut dire que vos obligations, vous devez les avoir en Asie. Vous pouvez acheter des obligations indonésiennes si vous voulez, vous pouvez acheter des obligations indiennes, vous pouvez acheter des obligations chinoises, mais elles n'ont plus beaucoup d'intérêt parce qu'elles sont beaucoup montées. Vous pouvez acheter des obligations philippines, mais acheter des obligations aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis, c'est aller contre toute l'histoire. D'accord. Donc, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Est-ce que des gens posaient la question sur les réseaux sociaux, donc je te la pose, est-ce que la dette de la France pourrait être réglée par le fait de vendre tout notre or? Et pourquoi pourquoi a-t-on tout cet or? Et est-ce qu'on pourrait pas le vendre au bout d'un moment? On pourrait le vendre, mais à ce moment-là, si tu te mets à vendre l'or, par exemple, les Italiens ont autant d'or que nous. On a combien d'or, malgré les ventes de Sarko? On a 3000 tonnes. Mm-hmm. Je dis ça de mémoire, mais entre 3000 et 3500 tonnes, on doit avoir peut-être 4000. C'est beaucoup d'argent, mais c'est rien par rapport à notre dette et rien par rapport à... Donc,
l'or, c'est un peu... Si tu as une guerre, comme on en a eu en 14-18 et 39-45, c'est là où tout l'or européen est passé de l'Europe aux États-Unis, parce que, comme ils n'avaient pas du tout envie d'accepter nos billets ou nos obligations, ils nous ont dit, vous me réglez en or. Et donc, s'il y a un gros problème économique qui se passe, et que, par exemple, l'Asie refuse nos obligations et je sais pas quoi, et notre cash, eh ben, si on veut acheter, je sais pas, les médicaments dont on en a besoin en Chine, les Chinois demanderont peut-être un paiement en or. Donc, c'est le machin que tu gardes, tu sais, j'avais dit il y a quelques mois, que chacun devait avoir dans sa maison une boîte à chaussures dans laquelle il y avait... Oui, c'est la boîte à chaussures. C'est la boîte aux chaussures du pays. D'ailleurs, tu racontais toujours que avant la fin du rideau de fer, justement, on commençait à voir arriver dans les pays de paiement de la Russie des lingots qui dataient de l'époque des tsars. Qui avait le zoo du tsar. Ce qui était un peu la preuve qu'ils arrivaient en fond de cale, quoi. Bah, ils avaient utilisé tous ceux qui étaient sur le rayon du haut, puis du milieu, etc. Puis ceux qui avaient tout en bas, ils avaient encore le zoo du tsar et ça faisait un peu désordre, quoi. Ouais. Donc, un de mes amis à la Banque d'Angleterre à l'époque m'avait dit « Oh là là, ça va très mal en Russie. » Oui, bah oui. Puisqu'on reçoit les lingots avec le tsar. C'était juste avant les œufs de Fabergé. Cher Charles, je suis d'accord avec votre analyse très pertinente sur la santé économique de Hong Kong et de l'Asie du Sud-Ouest. En revanche, un conflit autour de Taïwan semble inévitable. La Chine ne lâchera jamais, les Taïwanais sont très occidentalisés, et même ceux qui sont pour la réunification sont pour une Chine de système. On voit comment cela finit à Hong Kong. D'où ma question, n'est-ce pas prendre un risque énorme d'entrer sur les valeurs asiatiques alors que cette question taïwanaise n'est pas réglée ? Alors, je vais répondre de la façon... Quand vous regardez Taïwan, géographiquement, bon, d'abord c'est loin de la Chine, c'est pas la Manche. Il n'y a pas 30 km à traverser, mais il y en a une centaine, si mes souvenirs sont exacts. Et ensuite, quand on regarde la côte en face de la Chine, il n'y a que 2 plages. C'est complètement... Donc, personne ne peut débarquer là, parce que, imagine-toi que ces 2 plages, elles sont plutôt bien gardées, quoi, tu vois, c'est pas... Et puis, il n'y a pas la place, quoi. Ensuite, il faudrait que l'armée chinoise envoie plusieurs millions de personnes pour reprendre Taïwan. Et donc, je reviens à ce que j'ai souvent dit ici, il y a 25 ans. J'avais rencontré le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, à l'époque. Et je lui avais dit, la Chine vous a sûrement donné des lignes rouges à ne pas passer. Quoi, en termes de transactions ? Non, les lignes rouges que vous ne pouvez pas faire politiquement, c'est-à-dire que les trucs que la Chine vous interdit. Et il m'a dit oui, elle nous en a donné 2. Le premier, si on va chercher l'arme atomique, il nous rentre dedans, tout de suite. Ça, il y a plein de pays qui ont dit ça, et on l'a quand même fait, nous, en Europe. Oui, non, mais là, c'est ce qui se passe avec l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran est en train de... Bon, l'arme atomique. Et le deuxième, si on déclare notre indépendance, ils nous rentrent dedans immédiatement. Mais à part ça, ils nous ont dit, Taïwan et la Chine, c'est la même chose, mais on a le temps. Donc, il se passera rien. À condition que les Américains ne forcent pas les Taïwanais à proclamer leur indépendance. Or, c'était ce que voulaient faire ces crétins de Biden Bien évidemment. Et de Blinken. Et donc, on a vu dans une émission juste avant l'été l'importance de Taïwan dans les semi-conducteurs et dans l'intelligence artificielle et dans tout ce qui se passe. Alors, il y a un truc qui est important à dire là-dessus, c'est que les Chinois, comme les Américains, ont fermé l'accès aux semi-conducteurs de très grande qualité que faisait Taïwan. Parce qu'il faut savoir que, comme on l'avait expliqué à l'époque, il y a 2 choses pour les semi-conducteurs. Il y a la capacité de produire et il y a les brevets sur les trucs les plus élevés. Bon, la capacité de produire est à Taïwan, les brevets sont aux États-Unis. Donc, en quelque sorte, il y a beaucoup de choses que font les gars de Taïwan qui se font avec des brevets américains. Donc, les Américains peuvent interdire d'exporter les trucs parce que c'est leur brevet. Bon, c'est la loi du plus fort. Ça, tout le monde a compris ça. Mais les Chinois viennent de dire, ils l'ont dit il y a 3 ans à peu près, qu'ils allaient maintenant investir des centaines de milliards de dollars, littéralement, dans le développement de ces semi-conducteurs de très haute qualité. Et tout le monde disait ça leur prendra 20 ans, ils ont déjà fait à peu près 80% du chemin en 3 ans. Donc ça veut dire que si d'ici 2 ans, si j'ose dire, on peut se retrouver avec les Chinois qui font des trucs. Par exemple, les téléphones Huawei aujourd'hui,
sont d'une qualité supérieure, avec des puces qui sont de meilleure qualité que ce qu'il y a dans Apple. Et donc, ça veut dire que Huawei va probablement dynamiter Apple. Or, il y a 4 ans ou 5 ans, c'était Trump qui avait essayé de faire sauter Huawei d'un seul coup. Il avait vraiment... Huawei non seulement survit, mais en plus est en train de tailler des croupières à Apple. Donc, pour les Chinois, il y a 2 solutions. Ou ils envahissent Taïwan, qui est un truc complètement insensé. Même militairement, c'est pas faisable. Surtout que la flotte américaine sera là. Ou alors la deuxième possibilité, c'est qu'ils l'achètent. Et c'est beaucoup moins cher. C'est toujours beaucoup moins cher d'acheter que de faire une guerre. Que de faire une guerre. Donc ils l'achètent, et en particulier, ils achètent tous les ingénieurs. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est, en tant qu'avocat que je vous parle, c'est pareil pour les divorces. C'est toujours moins cher d'acheter un conflit que de faire une guerre. Donc exactement, d'acheter un arrangement. Bon, alors voilà. Je voudrais raconter encore une fois, j'ai dû le raconter 20 fois, mais c'est pas grave. Quand Malraux avait rendu visite à la Chine, quand De Gaulle a reconnu la Chine communiste comme le pouvoir légitimant chinois, Malraux a posé la question à Chou En-lai, qui était le diplomate en chef et tout, qui était un type remarquable. Et il lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ?» Et Chou En-lai a répondu « C'est un peu trop tôt pour savoir. » C'est-à-dire que les Chinois n'ont pas la même notion du temps. Pour eux, Taïwan dit « Nous nous reconnaissons comme faisant partie de la Chine, mais on a des petits différends en ce moment. » Ça va. Mais s'ils disent « Nous ne sommes pas la Chine », à ce moment-là, on leur rentre dedans. C'est-à-dire que les Chinois sont des gens qui ont une souplesse de pensée et une adaptation au temps qui n'est pas du tout celle qu'on a. C'est drôle parce qu'en même temps, tu en parlais avec Xavier Refer, sont aussi des gens qui vont garder un grief parce que vous disiez qu'ils gardaient ce grief de l'implantation de la drogue ils sont en Chine. Ils sont en train de rendre la monnaie de la pièce aux États-Unis. Voilà. Rappel... Vous savez, il faut savoir que la Chine, qui était très efficace, qui l'a toujours été, très bon travailleur et tout, avait des excédents commerciaux monstrueux au 19e. Donc, ça, elle vendait plus à l'étranger qu'elle n'achetait. Et donc, ils siphonnaient tout l'or et tout l'argent. À l'époque, ils étaient en argent métal. Donc, tout l'argent du métal, le monde allait en Chine. Et donc, ça agaçait beaucoup les Américains et les Anglais, qui ont dit aux Chinois, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous exporter de l'opium. Et les Chinois ont dit non, on n'a pas vraiment envie, parce que c'est une saloperie, ce truc. Et donc, on leur est rentré dedans, on a fait la guerre de l'opium. Et c'est d'ailleurs là où HSBC a commencé. Donc, donc HSBC a toujours des liens assez étroits avec les trucs de la drogue. Enfin, je dis ça en rigolant. Pas tellement d'ailleurs. Et donc, ils ont fait ça, et ils ont écrabouillé la Chine militairement, parce qu'ils étaient dominants militairement. Et donc, la Chine se souvient très bien qu'on l'a forcée à acheter des trucs qu'elle ne voulait pas acheter, simplement. Et qui a quand même foutu en l'air une partie de son économie. Toute la société chinoise a sauté. Parce que tous les types étaient là en train de fumer l'opium. La pipe, chasser le dragon. Vous avez qu'à regarder le Lotus bleu de Tintin, et vous verrez tous les Chinois en train de l'air complètement abrutis, en train de fumer dans des fumeries. Et donc ils ont réussi aujourd'hui à tenir ça. Il y a plus maintenant, c'est pas difficile. S'il y a quelqu'un qui fait le trafic de drogue qui est chopé, on l'exécute. Ils font ça aux Philippines avec pas mal de rigueur désormais aussi. Il n'y a que cette façon véritablement pour éradiquer ce fléau. C'est le drame dont parlait Lee Kuan Yew, le patron de Singapour. Il disait à une journaliste américaine qui l'interrogeait sur la peine de mort, il disait, écoutez, vous êtes gentil, mais la rentabilité du trafic de la drogue est telle que le crime paye. Donc la seule façon d'empêcher que le crime paye, c'est que quand on attrape le gars, on le tue. Et il avait dit, si vous avez une meilleure solution, faites-le moi savoir, je suis tout oui. Et la pauvre journaliste américaine était... Mais on voit bien, si vous voulez, que quand on enlève, c'est ce qu'on appelait le châtiment suprême autrefois, en haut, très souvent, la déliquescence parce que si le crime paye, la société devient non fonctionnelle. Je ne sais pas si c'est véritablement la peine de mort per se qui tient le système, ou le fait qu'un système soit prêt à s'en servir, et donc un système qui est prêt à s'en servir est de fait un système juridique fort qui aura une force structurelle. Mais en plus, si tu veux, quand même, en Asie, etc., en Chine,
ils n'ont pas de grands tremblements avant de faire la peine de mort, quoi. C'est nous à la fin... Mais ça veut dire qu'un État qui est prêt à faire la peine de mort aura de toute façon des peines planchers extrêmement strictes tout du long et les appliquera. Là, à Singapour, tu arrives, on te retrouve avec... Il y a un OQTF là-bas, c'est un OQTF. Il n'y a pas à discuter, il est viré dans l'instant. C'est pas, j'attends, on va le remettre, il a peut-être droit à une 23e chance, après tout... à Singapour, si vous êtes pris avec de la drogue, il n'y a pas de deuxième chance. Oui. Et que vous soyez, même si vous êtes étranger, français, n'importe quoi, pif. D'ailleurs, ils ont exécuté des gars aussi en Indonésie, tout ça, parce que ils voient les dégâts que font la drogue, et ils disent la seule façon de l'éradiquer, c'est la peur. C'est que le crime ne paye plus. C'est-à-dire, il a peut-être gagné plein d'argent, mais il n'est plus là. Parce que je me souviens, j'étais un jour à Saint-Barth, qui est une petite île là-bas dans les... Qui reste à la France, à moitié à la France, à moitié à la Suède. Non, ça c'était à la France. C'est Saint-Martin qui est à côté, à moitié à la France et à moitié à la Hollande. Et Saint-Barth, c'était très intéressant. J'avais rencontré un type qui avait des petits avions pour voler à partir de Saint-Barth vers partout. Et il m'avait dit, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, il y a des gens qui sont venus me voir, d'Amérique latine, en disant, on fait passer de la drogue par vous les posez avec vos avions aux États-Unis ou n'importe où, c'est pas loin. Et si je pouvais m'arrêter de travailler. J'espère bien, oui. C'est-à-dire que c'était de l'ordre de $20 millions pour faire un jugement un virement un vol d'avion avec de la drogue à l'intérieur. Un seul ou Un seul. Un seul, oui. Et donc il m'a dit, je l'ai pas fait parce que je sais qu'à ce moment-là je rentrais dans un. Mais tu vois, si d'un seul coup, un vol d'un coucou, tu te mets $20 millions dans la poche et que tu peux arrêter de travailler toute ta vie, c'est tentant. Oui. Mais si tu le fais à Singapour et que t'es chopé, quick. Et donc, c'est pas tentant. C'est ça le drame de la... C'est pas que je sois partisan de la peine de mort, c'est que si tu fais pas ça, il y a des tas de gens, comme le disait Lee Kuan Yew très bien d'ailleurs, il y a des familles entières qui sont détruites, il y a les enfants, les gamins qui sont foutus, qui se suicident. Il dit c'est absolument épouvantable. C'est un vrai fléau, la drogue. Donc c'est pas le choix entre la peine de mort et pas la peine de mort, c'est est-ce que ceux qui meurent sont des victimes, mais il y en a beaucoup, ou est-ce qu'on tue celui qui est responsable ? Je sais pas. Tu sais, il y avait Anne Rand, qui est une objectiviste, qui avait pris parti. Il y a un test aux États-Unis qui s'appelle le test du tramway. En gros, tu as un tramway qui descend une avenue et tu dois. Est-ce que tu dois l'arrêter ? Est-ce que tu dois sauver les personnes du tramway ? Est-ce que tu dois sauver les personnes innocentes qui est devant ? Oui, mais si c'était Hitler qui conduisait, si voilà. Et bon, les objectivistes disent, après tout, moi, si je ne suis pas parti à ce contrat, je n'ai pas interféré. C'est-à-dire, je n'ai pas interféré dans la gestion de ce tramway, je ne suis pas représentante politique, je ne suis pas... Voilà. Effectivement, en revanche, si tu as une puissance publique, c'est peut-être de ta responsabilité de t'assurer de défendre les gens du tramway contre la personne qui potentiellement fait dérailler le tramway. Bon, voilà. Ça, c'est à partir du moment où tu as... charge d'âme. Où tu es responsable, mais en effet, poser ce genre de questions si tu n'es pas responsable, c'est comme de jouer au poker sans mettre d'argent sur la table, quoi. Ça a aucun intérêt, quoi. C'est des histoires d'intellectuels qui ont des problèmes d'occupation. Alors, Hugo te pose la question, étant artisan boulanger et étant physiquement coincé en France, quel avenir voyez-vous en France pour les petits commerçants et comment éventuellement s'y préparer au mieux ? Merci pour vos réponses. Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée, qui me trouble beaucoup. Parce qu'en plus, on a de la famille boulangère. On a de la famille boulangère. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, Alors, je vais vous répondre comme ça. Les Américains disent que le bonheur, c'est d'avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que quand vous avez un cash flow positif dans votre affaire, personne ne peut vous embêter. L'embêtant, c'est quand vous avez un cash flow négatif, que vous devez emprunter à la banque, que ça vous crée des dettes. À ce moment-là, vous êtes coincé. Si le business saute, vous sautez, et puis en France, vous êtes mort. Donc je dirais, comment se préparer à des jours difficiles, c'est de tout faire pour avoir un cash flow positif.
C'est-à-dire, ça veut dire, le cas échéant, peut-être retarder un peu les investissements. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ne pas... Oui, mais tu sais comme moi que les marges brutes... Sur la boulangerie, c'est pas mal. Sur la pâtisserie, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des marges assez importantes. Donc, notre famille dans la Pyrénées, pendant longtemps, ils ont développé leurs affaires dans les vallées autour, etc. Et ils sont arrivés à la conclusion que maintenant, il fallait arrêter de développer quoi que ce soit, qu'il fallait passer en cash flow positif. Ils ont même vendu leur affaire. Et il y a un des deux fils, là, qui a, dans le village dont il est d'origine, sur la place, il a acheté un très bel emplacement, il a fait une espèce de lieu de rendez-vous du village, et tout le monde vient là, et donc ils vendent des pâtisseries et tout, et ça marche très bien. Donc, vous n'êtes pas forcément dressé dans la boulangerie, vous pouvez essayer d'aller dans un endroit où vendre les produits de la boulangerie, vous ferez en quelque sorte une double marche dans un café, et deux, le but, c'est de passer en cash flow positif. Essayez de ne rien devoir aux banques. Oui. Parce que c'est vrai qu'au début, les cousins, dans leur idée, c'était vraiment d'offrir un service. Et donc, ils prenaient vraiment comme un honneur personnel d'amener le pain, même quand il neigeait, un peu Absolument, partout. Absolument, dans toutes les maisons isolées, Dans etc. toutes les maisons isolées, mais ça leur a coûté leur santé. En plus, après, ils avaient des problèmes pour trouver des employés. C'était eux-mêmes qui devaient conduire les camions avec la neige et tout. Donc, il y a un moment, c'est un métier, c'est pas un sacerdoce non plus. Voilà, il y a une différence. Hein. Tu n'es pas responsable non plus d'amener le pain absolument partout. Non. Alors, Zatava te demande, bonjour Charles, est-il pertinent de comparer le cours de l'or à la masse monétaire M2 en dollars pour se faire une idée du vrai cours? Tout à fait. C'est amusant comme idée, mais vous avez parfaitement raison. Alors, je pourrais montrer un graphique si les gens le demandent. C'est que vous prenez le cours de l'or, mettons, en 1960. Bon. Et vous mettez la base monétaire de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire la taille du bilan de la Banque centrale. C'est-à-dire le bilan de la Banque centrale, quoi. Voilà. Tu le mets en 1960 et tu regardes en 2024, c'est exactement le même niveau. C'est-à-dire que si tu prends la dette américaine, tu la mets en 1960, tu la mets en 2024, tu mets l'or, le cours de l'or, tu mets tous les deux bases 100 en 1960, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve les marchés admirables. C'est un système, les marchés d'arbitrage, entre, si je voulais être bref, les conneries que font les gouvernements et le prix de l'or. Plus le gouvernement fait de conneries, plus le prix de l'or monte. C'est-à-dire que l'or, c'est une réserve de valeur. Si le gouvernement imprime tellement de dollars que finalement c'est plus une réserve de valeur, eh ben l'or s'ajustera au dollar. Et quand les Américains n'ont pas imprimé de dollars pendant les années Volcker et Greenspan, là ça a duré 20 ans, ben l'or est passé les obligations américaines ont fait beaucoup mieux, et l'or est passé de $800 par once à $200 par once, parce que le dollar, c'était mieux que l'or. Donc, c'est admirable, parce que ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que finalement, l'or n'a pas de valeur. Je veux dire par là, l'or, ça vaut... Une once d'or vaut une once d'or, point. Puis ça bouge pas. Imagine quelque chose qui est complètement stable, l'or. Et les gens ont l'impression que le prix de l'or monte ou baisse, alors que ça ne correspond qu'à des hausses ou baisses du dollar. Oui. Tu vois, ou du franc. Ou de leur monnaie. Ou de leur monnaie. Donc c'est un truc quand tu regardes, sur le long terme, l'ajustement est quasiment parfait. Et tu te dis, Dieu, qu'il faut vraiment être imbécile pour mettre ses gros doigts velus dans ces mécanismes admirables qui sont pris par les décisions de millions et de millions de personnes. Et t'as des gros crétins comme Mélenchon qui arrivent et qui disent « Je vais vous arranger ça, moi ça marche pas ». Mais il faut l'enfermer, ce gars-là, quoi. Alors ça tombe bien, du coup je vais poser une question qui arrive par derrière. Attends, il faut que je la retrouve parce qu'elle s'insère. Voilà. En parlant des gros droits gras, bonjour Charles-Emmanuel. Certains économistes disent qu'il est possible de répudier notre dette, exemple Gaël Giraud, et vous expliquer l'inverse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? On l'a déjà fait, mais refaisons-le. Quelles en seraient les conséquences? Je remarque d'ailleurs que l'Islande l'a fait il y a quelques années, et apparemment leur économie n'en a pas souffert. Les investisseurs leur prêtent toujours. D'abord, ils n'ont pas répudié leur dette, ils ont laissé sauter leur banque, ce qui n'est pas la même chose. Donc... il y avait assez peu de dettes irlandaises qui avaient été... Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système de comptabilité en partie double. C'est-à-dire que ce qui est là une dette pour l'État français,
est un actif pour tous les retraités français. Par exemple, pensez aux gens qui ont 1800 milliards dans les assurances vie en obligation françaises. S'ils l'ont encore, c'est pas notre faute, parce que ça fait... nous, on l'a dit, Urbi à Torbi. Alors surtout, vous faites... il y en a encore 1800 milliards, ce qui est beaucoup trop. Ouais. Enfin, si vous cancellez sa dette, il y a 1800 milliards d'épargne qui disparaissent ipso facto. Et ces gars-là, ils touchent 3%, allez, aujourd'hui peut-être, ça fait 54 milliards par an, qui leur permettent de consommer. Tu vois, les 54 milliards, c'est quand même du pognon. Et ça permet de consommer. Et si tu leur fais tomber, ils ont plus ces 54 milliards. Donc ce que me dit M. Garel Giraud, c'est qu'il faut appauvrir les pauvres. La façon dont les gens commencent à emprunter, c'est que d'abord ils mettent ça dans un livret A, qui est d'ailleurs une dette pour l'État. Puis ensuite ils achètent une obligation longue, ce qui est de prendre un peu plus de risques. Puis enfin, s'ils réussissent à accumuler tout ça, ils vont acheter des actions en liquide, au hasard. Et donc, l'épargne, c'est une graduation vers le haut où tu prends de plus en plus de risques. Au début, tu as que du cash, puis tu prends le risque du temps, et puis tu prends le risque de la faillite. Et c'est comme ça que tu te constitues une épargne. Mais si tu sapes les deux premiers, tu appauvris terriblement tout le pays, quoi. C'est une imbécilité noire. C'est marrant parce que je l'aime bien, Gaël Giraud. J'ai été en 2 ou 3 réunions avec lui. Oui, mais tu sais, quelquefois, les gens pensent... C'est un jésuite, donc il faut se méfier. Oui, mais... Ce serait un dominicain, je le prendrais plus sérieusement. Les gens ont du mal à concevoir véritablement qui détient cette dette. Et on leur bourre le mou en leur expliquant qu'elle est détenue par la haute finance, par un institut... N'importe quoi. Puis, en plus, d'abord, les pauvres gens qui sont dans les 1800 milliards, ils seraient ruinés. Mais les compagnies d'assurance, elles ont garanti tous les risques qu'elles assurent. Les compagnies, les incendies, les vols, tout ce que tu peux imaginer, les retraites sont garanties par la dette. Donc si d'un seul coup, tu supprimes la dette, toutes les compagnies d'assurance françaises sont en faillite. Elles n'ont plus rien pour garantir. Une compagnie d'assurance, ça a un capital, puis ça gagne de l'argent qui augmente le capital comme ça au travers du temps, et ça assure des risques. Mais si tu dis, tous les risques que vous devez assurer maintenant, ils sont garantis par le capital. Si tu dis ce capital, il vaut 0, ça veut dire que plus personne n'est garanti. La compagnie d'assurance fait faillite instantanément, et c'est vrai d'un fonds de pension. Et ça veut dire que par derrière, on aura aussi des faillites en domino. À ce moment-là, je non seulement ça, ou alors il faut nationaliser tout le système financier. Voilà, pendant un temps... Mais si toi, tu es là, tu regardes le bilan de l'État français, s'il nationalise en plus les banques et les compagnies d'assurance, tu te dis, et pour assurer les risques, tu te dis, mais ils sont insolvables. Donc, je suis plus assuré. Si je suis assuré par la boîte d'assurance de la République soviétique française, je me dis, je suis pas certain de toucher mon pognon, quand même, si ma maison brûle. Oui. Donc c'est des astuces à la noix pour ne pas payer les erreurs du passé. Mais la première des choses, si on veut régler les problèmes de ce pays un jour, c'est qu'on cesse d'expliquer aux gens qu'il y a des astuces pour ne pas regarder la vérité en face. Tu sais, c'est des trucs, donc, dans Camelot, c'est du passé faisons table en marbre. C'est le truc de Caradoc. Voilà. Sire, du passé faisons table en marbre. Oui, exactement. Mais c'est ça, mais ce qui m'étonne, c'est que si vous voulez, quand les gens me posent des questions, ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire, des astuces, il y a sûrement des moyens pour... Je dis, il n'y a pas de moyens. Quand on arrive à la fin de la période d'endettement et que plus personne ne veut nous prêter d'argent, le niveau de vie va s'écrouler. Et il n'y a pas d'astuce. Il n'y a rien qui l'empêchera. C'est à peu près aussi inévitable que le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, quoi. C'est idiot, quoi. C'est même pas possible. C'est des enfantillages. Et c'est ce que dit Thomas Sowell. Il disait, la première règle de l'économie, c'est le fait que les biens et les services sont rares. Et voilà, c'est la rareté. Et la première règle de la politique, c'est de ne pas tenir compte de la première règle de l'économie. Et M. Gaël Giraud me semble aller dans la politique. Oui. C'est-à-dire, il dit qu'il y a des solutions à un problème qui n'en a pas. Et ça m'agace.
Alors, j'ai 2 questions sur les cours. Godefroy te demande, est-ce qu'il est trop tard pour acheter de l'or? Et Stéphane te demande, est-ce qu'il est trop tard pour acheter du yen? La réponse la première question est assez facile. Il serait trop tard pour acheter de l'or si vous étiez, par exemple, en Chine. Parce que la Chine va redémarrer, etc. Les monnaies chinoises vont monter, donc il n'est pas certain que l'or va monter. Mais si vous êtes un citoyen français, et compte tenu de la qualité du personnel politique français et de ceux qui le conseillent, pour un Français, il est certainement pas trop tard pour acheter de l'or. Même ça me paraît pas. Quand je regarde ce que dit Monsieur Barnier, qui commence à me décevoir, c'est que il a l'air de penser. Il est on fire. Il a l'air de penser qu'augmenter les impôts, ça va réduire le déficit budgétaire. C'est se foutre du monde, parce qu'il sait très bien qu'il est de l'autre côté de la courbe de l'affaire, et que maintenant, plus on augmente les impôts, plus le déficit augmente. Donc, encore une fois, tant que nous n'aurons pas une classe politique qui dira la vérité aux Français, un peu ce qu'a fait Milei en Argentine, une façon de dire la question, c'est si vous avez confiance dans la classe politique française, cessez d'acheter de l'or. Eh bien oui. Et en ce qui concerne le yen, si vous voulez, la parité des pouvoirs d'achat doit être à 120. Au dollar, on est à 147. Non, on est en 140, ouais. 147 hier ou avant-hier. Donc voilà, vous avez encore 20% à faire sur du cash, ce qui est bien. Oui, ça peut prendre du temps. On retourne toujours à la parité des pouvoirs d'achat, mais vous savez jamais quand. Ouais. Ça peut prendre 2-3 ans. Parce que la grosse hausse est passée, donc celle-là, si vous n'avez pas eu le bon sens de nous suivre et de le faire... Mais vous ne sortez du yen que si vous avez eu la quasi-certitude que vous allez gagner 20% au plus dans les 3 ans qui viennent. Moi, je suis pas sûr. Alors, Jérémy te pose une question. Les indices chinois ont bondi ces derniers jours et personne n'en parle. Pourquoi cette ascension si surprenante? Est-ce un reversement de tendance? Oui. La réponse est, il faudra que je vous montre le graphique un jour, c'est que vous regardez le bilan des banques chinoises depuis 2000. De 2000 à peu près 2014-2015, tous les prêts vont à l'immobilier. Oui. Bon. On l'avait vu, ce graphique. Et puis, maintenant, il y a trop d'immobilier, c'est fait, il n'y a plus besoin, tout le monde est logé, il n'y a plus besoin. Donc, grande crise immobilière, le truc se pète la gueule, parfait. Et alors, vous dites, donc, les gens disent, il y a une crise immobilière monstrueuse. Certes, mais d'abord, on s'en fout, les banques sont nationalisées, donc ça n'a aucune importance. Et deuxièmement, quand tu regardes maintenant le bilan des banques chinoises, tu as une véritable explosion des crédits à l'industrie. Donc, tu vois bien que les Chinois ont décidé, il y a à peu près une dizaine d'années, de passer d'une croissance tirée par la croissance de l'immobilier, qui a employé des tas de gens, à une croissance tirée par une industrie de qualité. Et comme toute la bourse était branchée sur l'immobilier, on a eu un gros bear market, pendant que les affaires qui étaient liées se pétaient la gueule et que les autres n'avaient pas encore eu le temps de monter. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les affaires qui étaient liées à l'industrie sont en train d'exploser la hausse. Et les autres, elles sont tellement bas qu'on s'en fout, on n'en a pas. Donc oui, c'est un changement de tendance, et oui, c'est le début de la preuve que l'industrie chinoise est maintenant la meilleure au monde, et de loin. Donc, moi, ça fait un petit moment que je disais aux gens qu'il fallait acheter des actions chinoises, et j'avais même écrit un papier il y a quelque temps en disant que dans une hausse, après une grande baisse comme celle qu'on a eue, 50% de la hausse est faite dans les 10 premiers % du temps. Bon, on s'est monté de 25% en une semaine. Je sais pas si c'est fini. En tout cas, 25% en une semaine, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais j'ai été très content parce que j'en avais. Oui, voilà. Alors... Et je dis, j'ai gagné de l'argent avec ça, mais je l'ai volé à personne. Oui. Parce que c'est une autre imbécilité que je vois dans vos trucs sans arrêt. Très souvent. C'est, vous dites que vous allez faire du 4 ou 5% réel. Mais à qui vous le prenez-vous? Mes couillons, à personne. C'est simplement parce que j'investis le capital bien. Je le prends à personne, cet argent. C'est que je permets à des gens qui créent de la valeur de continuer à en créer. Tandis que ces imbéciles, ils enlèvent à ceux qui créent de la valeur la possibilité de créer de la valeur. Et donc là, ils s'appauvrissent. Donc, encore une fois,
La création de valeur, ça n'a rien à voir avec le prix. Il faut favoriser ceux qui créent de la valeur. Et ce que disait Warren Buffett, qui est très, très puissant comme intellectuellement, c'est dire ce que vous payez, c'est le prix quand vous achetez une action de bonne qualité ou de mauvaise d'ailleurs. Ce que vous avez, c'est la valeur. Ce que vous gardez, c'est la valeur. Donc, encore une fois, il faut faire moi, ce que j'essaye de faire, toujours dans mes conseils, c'est d'envoyer l'argent vers ceux qui créent de la valeur et de l'enlever à ceux qui n'en créent pas. C'est tout. Et en faisant ça, je fais œuvre utile. Bien sûr. Je fais œuvre absolument essentielle parce que c'est ça qui permet la croissance économique. Parce que tous les crétins qui continuent à le donner à ceux qui en détruisent sont des malfaisants. Regardez par exemple M. Mélenchon, qui va sans arrêt au Venezuela, qui trouve que c'est l'avenir de la France. Il y a quand même un quart de la population qui s'est barré à pied pour aller au Pérou, au Brésil. Et c'est le pays le plus pauvre du monde. Et vous vous dites, comment un homme vaguement sensé peut-il dire que le Venezuela est un succès ? Et Cuba, pareil. Je pense que lui, quand il y est reçu dans des extrêmement bonnes conditions. C'est comme les gars qui allaient passer ses vacances en Roumanie et qui trouvaient que ça marchait très bien. Et je suis persuadé qu'ils ont des villages Potemkin pour les Oukazes qui passent des superbes vacances. Ça, je suis tranquille, ils passent des superbes vacances et qu'il est bien traité. Et d'ailleurs, le président du Venezuela, qui soi-disant a gagné les élections alors qu'il les a perdues, personne n'a rien dit d'ailleurs, surtout pas Mélenchon. Et il est gras comme un moine. Hein. Oui. Alors que là-bas, ils meurent tous de faim, quoi. Alors que c'est un pays tellement riche et tellement... Ah mais c'est inouï. C'est les plus grosses réserves de pétrole du monde. Ouais. Pour le faire, quoi. C'était un pays formidable. Alors, Lambert te demande, Monsieur Gave, vous défendez une thèse libérale où l'État est peu interventionniste, mais ne devrait-il pas intervenir, en admettant qu'il soit composé de gens compétents, en cas d'attaque dans la guerre économique ? Alstom versus General Electric, Stellantis aux Pays-Bas, etc. Auriez-vous d'autres exemples où il vous semblerait bon que l'État dépasse son simple statut d'administrateur ? Voilà encore une question. C'est que vous semblez penser que l'État... Regardez par exemple, on parle le grand scandale, c'est Alstom. Normalement, ça aurait dû amener des tas de gens à aller en prison puisque on a vendu des brevets qui étaient très importants pour la sécurité nationale. Donc là, on est dans le domaine régalien, qui ont été vendus à General Electric. C'était les brevets pour les turbines qui s'appelaient Mirabel ou je sais plus quoi. Ce qui est un vrai scandale. Ça, c'est de la corruption et ça touche à la défense nationale. Donc là, l'État est dans son rôle, il n'aurait jamais dû vendre. Mais regardez. Donc ce sont les personnes corrompues à la tête de l'État. C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence qui ont vendu. Qui devraient aujourd'hui être en prison. Donc, encore une fois, ça n'est pas l'économie, ça n'est pas le capitalisme qui est aujourd'hui sur le banc des accusés, mais bien la corruption étatique. C'est le fait que l'État ait été actionnaire dans des trucs qui dépendaient de la sécurité nationale. Enfin, qui défendaient la sécurité, les turbines dans les sous-marins nucléaires ou sur le Charles de Gaulle, et dans toutes nos centrales nucléaires. Donc, ces gars-là, normalement, personne n'aurait dû avoir le droit de vendre quoi que ce soit qui touchait la sécurité nationale sans un référendum ou quelque chose comme ça. Vraiment un truc important. Donc là... Sans avoir un conseil au moins de gouvernance, sans avoir mais 10 personnes. Là, c'est une question de sécurité nationale. Donc, normalement, ça devrait être un capital qui serait intouchable, invendable. Ça devrait être détenu dans une espèce de trust étatique où personne ne peut y toucher avec les problèmes que ça poserait. Maintenant, regardez aussi la bonne gestion de l'État, c'est qu'on dominait toutes les affaires de sécurité nationale, de nucléaire, grâce à De Gaulle, à Giscard et à Pompidou. On avait donc on avait la recherche de l'uranium, on avait les centrales nucléaires, on avait la distribution d'électricité, on dominait ça dans le monde, on était les meilleurs. Parce qu'on avait eu des gens compétents qui avaient lancé le système. Et puis ça a été remplacé par des crapules à partir de Mitterrand. Et l'année dernière, EDF a perdu 20 milliards. Comment vous pouvez perdre 20 milliards simplement à cause des accords imbéciles qui s'appelaient, comment s'appelait l'espèce de traité ? La Reine. Bon, on a fait des émissions là-dessus, on a invité des gens pour nous en parler. Donc le problème, c'est, vous remarquez que nous avons des grands champions
à l'extérieur. Le choix que j'ai fait des 10 valeurs il y a quelques années, la seule chose que j'avais fait, c'est que j'avais dit aucun contact avec l'État. Et si vous voulez regarder toutes les valeurs que j'ai choisies, qui ne demandent jamais rien à personne, Air Liquide, Schneider, Pernod Ricard et tous ces gars-là, ils ont comme caractéristique de performer très très bien et de rien avoir avec l'État. Parce que l'État, ça peut être le baiser de la mort, quoi. Bien sûr. Donc, ça peut être l'objet aussi d'une consultation nationale, c'est de dire, il y a des activités qui sont régies par le marché, mais par exemple, un économiste libéral comme moi peut tout à fait comprendre que la production d'électricité et la distribution d'électricité et la recherche d'uranium, etc., soit fait par un monopole. Parce qu'en effet, les coûts sont tellement élevés, et pour une raison que j'ai expliquée aussi ici, c'est qu'une centrale nucléaire, ça va durer 50 ans. Or, quand tu fais ce qu'on appelle un approfondissement du capital, même quand tu fais un calcul de taux escompté, tu sais, tu prends des taux d'intérêt à 10%, etc. Mais dès que ça dépasse 15-20 ans, le taux d'intérêt escompté dit que ce que tu vas toucher dans 50 ans, ça ne vaudra rien. Parce que c'est le calcul mathématique. Et c'est faux. Donc, il faut qu'à ce moment-là, l'État prenne sur lui de dire, bon, ben les gars, moi, je vais assurer le financement de ces activités à 50 ans. Et là, il est dans son rôle, puisqu'il prépare le futur. Et c'est ce que De Gaulle avait fait, Pompidou avait suivi, et Giscard aussi. Et puis ça a été détruit par Mitterrand, Jospin et tous ces corneaux. C'est pas tant que ça a été détruit, c'est qu'ils n'ont rien fait, ils ont vécu sur la bête. Et ils ont fermé. Ils ont fermé, par exemple, Jospin a fermé Superphénix, qui était là où on avait... Et donc, ils ont simplement parce qu'il y avait 3% des voix écolos, qui étaient, parce que c'était tous des licences de sociologie, et qui comprenaient rien au nucléaire, ça s'appelait nucléaire, donc ils trouvaient que c'était très mal. Mais donc, le vrai problème, c'est il y a des activités dans lesquelles l'État doit garantir le temps long, et s'il faut faire des investissements extrêmement lourds, et en particulier dans l'énergie, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'énergie, à long terme, en quelque sorte, est un domaine régalien ? Ma réponse est probablement, mais à ce moment-là, ça ne peut pas être vendu. Oui, l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être vendu. Oui, puisque c'est... Puisque tu privatises pas la police. Mais c'est comme si on vendait, je sais pas, notre eau. Mais la police, la justice, etc., c'est pas sujet à des activités de marché, quoi. Non. Donc pour moi, l'indépendance énergétique, je ferais dire la même chose presque pour l'indépendance agricole, sont des sujets tellement importants que... Indépendance agricole que nous n'avons plus. D'abord qu'on n'a plus, et surtout qu'on a essayé de noyer dans une espèce de gloubi-boulga européen qui a tué toute la paysannerie française. Donc il y a quelque chose, aussi bien sur l'énergie que sur l'agriculture, on peut dire que l'État français a été défaillant. Alors que je suis pas sûr que ce soit des domaines régaliens, mais en tout cas, ça devrait se discuter de façon civique. Ça serait des campagnes intéressantes, plus intéressantes que celles pour savoir si, je sais pas quoi, Madame Macron est un homme ou une femme, comme j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Alors, Aurélien te demande, le secteur automobile allemand peut-il résister à la concurrence croissante des constructeurs asiatiques, notamment chinois, face à la montée en puissance des véhicules électriques chinois? BMW, j'imagine, réduit ses objectifs et envisage des licenciements. Quelle stratégie l'industrie automobile allemande pourrait-elle adopter pour se redresser et rester compétitive sur le marché des véhicules électriques ? Il est évident que, vous savez, il y a BYD, là, le grand constructeur chinois. Aujourd'hui, il faut savoir que le premier exportateur de véhicules dans le monde, c'est la Chine. Et il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Non. Donc c'est l'espèce de montée en puissance de l'appareil industriel dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors BYD sort une voiture qui aura tu fais le plein, qui est un hybride, tu fais un plein, et puis tu as à peu près 2000 km d'autonomie. Tu vois, donc c'est-à-dire que tu descends à Avignon et tu peux remonter. C'est pas ça. Et tu prends plus d'essence pendant tout l'été, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu remontes. Donc c'est une voiture tout à fait étonnante. Et qui se vend à très peu.
Et donc, ce que disent les gars qui travaillent pour nous en Asie en ce moment, ils disent c'est qu'on voit très bien que toutes les flottes en Indonésie, en Afrique, en Malaisie, etc., qui avaient l'habitude d'abord d'être européennes, il y avait des Peugeot, là, il y avait des Peugeot, tu vois, c'était des Peugeot, il y en avait partout en Afrique, puis ça a été remplacé par des Toyota et des Nissan. Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est remplacé par des Chinois, parce que les Chinois, ils vendent pas à 70 000 euros la bagnole, ils le vendent à 10 000. Et c'est très bien, ça roule, ça tombe pas en panne, ça marche très bien. Donc, moi, ma principale qualité pour une voiture, c'est qu'elle roule. Je suis. Et qu'on mette là, que ça tourne et que ça parte. Ça tourne et que ça parte. Moi, j'ai très peu de sensibilité en termes de voiture. J'ai jamais compris le coup de la Porsche Cayenne là, qui sait faire du 240 à l'heure comme une Jeep. Mais qu'est-ce que ça me fout une Jeep qui fait du 240 à l'heure? J'ai jamais très bien compris le concept, mais ça c'est autre chose. Surtout que dès qu'on dépasse les 90, on se fait engueuler dans ce pays. Non, on se fait choper, oui. Ouais, j'ai perdu 3 points. Donc il y avait tout ça. Donc alors c'est. Et maintenant, pour venir à la voiture électrique, c'est l'Europe qui a décidé qu'en 2035, il fallait que toutes les voitures qu'on fasse plus de voitures à essence. Maintenant, tout le monde dit c'est une folie, on n'y arrivera pas. Puis en plus, les gens veulent pas de ces voitures électriques parce que si t'as toujours le truc en te disant il y a le. Tu as vu là pour Paris, donc on va interdire de vendre du diesel désormais dans Paris. Toutes les voitures qui seront pas, je sais pas quoi, au-dessus du niveau 3, n'auront pas le droit d'entrer dans Paris. Voilà. C'est-à-dire que tous les pauvres. Attends, dans sa grande mansuétude, parce que le compte est bon. Madame Hidalgo a dit non, ils auront droit à 5 jours par an, tu vois. Donc 5 jours par an, le véhicule polluant pourra venir passablement aller dans le parking des Galeries Lafayette. Et on va, attends, bouge pas. Alors on va, comment on va savoir qu'il est déjà venu 6 fois le mec? J'imagine qu'il va devoir demander un tampon à la mairie ou un truc comme ça. Ça va créer des emplois, ça aussi. Voilà, il va y avoir une vignette spéciale. Non, mais pour revenir aux deux véhicules électriques, les Allemands n'ont aucune technologie d'avance là-dedans. C'est les Chinois qui sont loin devant, ou les Japonais d'ailleurs. Et on voit par exemple en ce moment, je ne sais pas si le qui a remarqué, mais le cours de Stellantis s'est effondré. Oui, c'est pour ça qu'il en parlait tantôt. Le cours de Stellantis s'est effondré parce que Stellantis, il a dit il y a à peu près 2-3 ans, Carlos Tavares, là, il a dit écoutez les gars, moi, si je dois faire que des modèles électriques, il faut que ça me prenne 5 ans pour préparer une voiture. Donc il faut que je commence maintenant, puis si je dois fermer les usines, je commence à les fermer maintenant. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Mais les voitures électriques ne se vendent pas parce que Elles sont pas compétitives, elles sont trop chères. D'abord, elles sont trop chères, et ensuite, tout le monde a l'angoisse, quand il est dans une voiture électrique, de se dire, bon, je suis dans la Creuse, là, et la prochaine borne électrique est 110 km, et il me reste 40 km au compteur, quoi. Moi, ça me met une angoisse aussi. Ta mère a une petite voiture électrique, là, une Smart, et moi, quand je vois qu'il y a 10 km ou 25 km qui restent, je commence à flipper, quoi. Et elle se balade que dans Paris, hein. Oui. Donc, mais j'imagine sortir d'un endroit et te dire... Et puis alors, c'est horrible parce que tu arrives à la rigueur dans des stations-service où tu as les bornes de recharge, mais tu te dis... 2 km de queue. Et voilà, on a vu ça. J'ai vu des reportages où tu avais des gens à Biarritz. Les gens mettaient 24 heures à descendre à Avignon parce que le temps qu'ils s'arrêtent, il y avait les queues partout. Donc... C'est une imbécilité technocratique, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui qu'avec les progrès qu'ont fait en particulier les Japonais dans les voitures hybrides sont beaucoup moins polluantes que les voitures, même pour le CO2, que les voitures juste électriques, parce que ne serait-ce que faire les batteries et ensuite les détruire, ça bouffe un montant de CO2 monstrueux. Donc, on voit arriver ce que j'ai toujours craint, c'est-à-dire ce qu'on avait dans le monde soviétique, c'est les pouvoirs publics qui déterminent des investissements qui vont être faits par les entreprises, en fonction d'objectifs nobles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rentabilité du capital s'effondre, et donc que la croissance s'arrête. Donc, l'Europe, on assiste au 3e suicide de l'Europe, qui a été tué à chaque fois par ses élites. 14-18, 39-45, et maintenant, on a des élites aussi écologiques qui sont aussi cons que les nazis ou Guillaume II. Mais c'est quand même incroyable, on en parlait hier dans un dîner, de constater, mais on va le redire ici parce que les gens n'y étaient pas, combien nos élites nous trahissent. Le propos était de dire, c'est incroyable que le peuple anglais, qui est un peuple relativement globalement assez inintéressant dans sa masse, réussissent à avoir des élites aussi structurellement brillantes, et que nous, par ailleurs, un peuple
vraiment intéressants au jour le jour, au quotidien. Créant de la beauté, créant de la bonne bouffe, tout. Voilà, avec ce remarquable paysage qu'est le nôtre, que de tous les 10 kilomètres, il y a une architecture différente, de la bouffe différente, des inventions différentes. Chacun a son saucisson, chacun va avoir son petit marc de machin, sa prune, son nom. On arrive à sélectionner par nos processus qui datent, j'imagine, entre Napoléon et De Gaulle, mais en tout cas nos grandes écoles, des crétins. On a ce paradoxe extraordinaire que moi j'ai vécu 25 ans en Angleterre, d'avoir un peuple sans intérêt et une élite passionnante en Angleterre, et en France on a un peuple passionnant et une élite complètement débile. Et je crois qu'on est arrivé là à un paroxysme aujourd'hui, là, en cette fin de 5e République. Écoute, quand on voit des gens comme Attal, qui sont des marmots, qui ont encore le lait qui leur sort du nez, se permettre, mais ne serait-ce que se permettre vis-à-vis... Je ne connais pas suffisamment M. Barnier, mais tu dois quand même avoir un respect pour tes aînés. La façon dont il s'est comporté à la fois à l'Assemblée ou au moment de la passation de pouvoir était juste grotesque. J'avais honte pour lui. Bah ouais, mais la façon dont le président de la République a traité la crise du Moyen-Orient, etc. Dont Macron vient de traiter encore hier. Donc tu te dis, mais qui sont ces gamins Ils n'ont même pas conscience de leur propre fatuité. Non, moi, c'est le danger le plus important dans une élite, c'est quand l'élite est bête. Il s'en rend pas compte. Mais bien évidemment, puisque si tu ne te rends pas compte de ta médiocrité, par définition, tu ne vas pas avancer. Non seulement ça, mais tu vas prendre des décisions et tu vas continuer à les imposer, et ça marche pas. Et donc, moi, je suis stupéfait. Et on a vu ce truc, sans revenir dessus particulièrement, mais bon, de Logu qui ne connaissait pas Pétain, mais ça peut arriver. C'est pas grave dans la vie de pas connaître des choses. Mais dans ces cas-là, tu dis rien et tu travailles en back-office. Enfin, tu peux lire l'histoire de France pour les nuls, j'en sais rien, ça existe. Tu prends des cours du soir, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui savent pas parler anglais, mais tu t'améliores. On est tous là pour ça, pour apprendre tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces émissions, c'est de transmettre ce qu'on sait. Et cette espèce d'attitude devant de nonchalance vis-à-vis du savoir, c'est ça qui nous fout dedans. Mais bien sûr. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est le pire en France, c'est qu'apparemment, dans les grandes promotions de l'ENA, de Sciences Po, de HEC, de Polytechnique, etc., tout ça vient de 90 jardins d'enfants à Paris. Ben oui, et là, c'est encore pire. Là, on en arrive à... Tout le monde vient de l'école alsacienne, oui. Ou de Stanislas, parce que... Il y a quelques Henri IV qui traînent. Il y a quelques Henri IV, mais Dieu nous protège d'un Franklin ou... Donc, on a monté un système de, ce que j'ai souvent dit, de sélection des élites, où les élites, c'est ceux qui réussissent au diplôme parce que c'est supposé être les plus intelligents, il n'y a aucun rapport. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui sont les plus intelligents parce qu'ils ont fait les meilleures études sont le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a toujours aucun rapport. Donc, on bâtit tout notre système de sélection des élites sur deux présupposés qui sont faux. Normalement, les types en Angleterre, ils choisissent les types qui ont fait Oxford ou Cambridge, très bien. Mais le type, qui est le chef, il était capitaine de l'équipe de rugby ou de l'équipe d'aviron. Moi, j'avais un de mes copains qui était Oxford et qui était dans le 8 d'Oxford qui ramait contre Cambridge. Et ben, tous les Anglais, quand ils parlaient de lui, ils disaient c'était le... C'était de l'alpha. Alors que nous, on choisit pas nos alphas en élite, on choisit le mec qui était jamais choisi dans l'équipe à ballon prisonnier parce qu'il avait des lunettes et qu'il était le dernier. Et on dit, mais en même temps, c'était Agnan, il était le favori de la maîtresse. C'était Agnan, il était favori de la maîtresse, il avait toujours la bave aux lèvres pour aller... Et il n'arrêtait pas de dire, tu peux pas me taper, j'ai des lunettes. Oui, madame, vous aviez dit qu'il y aurait contrôle d'histoire géo jeudi. Et c'est cela, on se dit, tiens, ça va faire un super président. Bah non, c'est toujours un con. C'est Fabius, c'est Juppé, c'est tous des nuls. Des copés, des machins, tu dis mais non. On voulait pas jouer avec eux à la récré, je veux toujours pas jouer avec eux. Franchement, ça fait pas envie. Non, ça fait pas envie. Et ça fait pas des présidents remarquables non plus. Oh, c'est moi. Alors, j'ai une question là qui va être technique, il va falloir que tu rappelles aux gens, ces gens qui te posent Stéphane, qui te pose cette question. À partir de quel spread de taux entre les taux français et allemands pouvons-nous dire que nous rentrons dans une crise de dette souveraine? Donc tu dois rappeler, c'est quoi le spread? Le spread, c'est simplement l'écart des taux. Par exemple, vous regardez l'Allemagne emprunte, mettons, à 2,5. Mm-hmm. Si la France emprunte à 3, ça veut dire que le spread est de ce qu'on appelle 50 points de base. De la différence entre 3 et 2,5, quoi. On appellera ça. Bon. Donc les spreads de la France, depuis la dissolution et même avant,
se tendent doucement contre les spreads de l'Italie, de la Grèce, de la Grèce, du Danemark, etc. Donc la France est en train de plus en plus de glisser doucement. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a un niveau critique ? La réponse est non, mais il y a un niveau critique parce que si la dette, si d'un seul coup les Français doivent payer 3,5 pour leur dette et les Allemands 2,5, ça a un effet profond, on l'a montré dans les travaux sur la dette, sur le service de la dette. Oui, mais oui. On paye 100 points de plus. 100 points de plus sur 3 000 milliards de dettes, ça fait 30 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où les gens vont faire la relation entre, bon, le spread monte, le service de la dette... Quand on dit les gens, c'est les marchés. C'est les marchés. Et donc à un moment ou à un autre, donc ça peut partir. Mais encore une fois... Il n'y a pas un niveau qui serait prédéterminé. C'est le moment où c'est le marché... C'est le mouvement qui est important, oui. Qui est le mouvement va vers la détérioration, et on sait que ce mouvement, à un moment ou à un autre, il va rentrer dans une... Si ça continue, il va rentrer dans une espèce d'exponentielle où tout le monde... C'est-à-dire que la dette française deviendra incotable. Mais à quel moment, j'en ai pas la moindre idée. Bah non, parce que... Mais de toute façon, c'est comme quand tu disais il faut jouer l'hyène. Par définition, tu peux jamais dire ça va se passer le 16 avril ou ça va se passer le 18 juin. Non, mais on aimerait bien, ça ferait toi un astrologue sérieux. Ouais. Mais où quand est-ce qu'on va atteindre la parité des pouvoirs d'achat ? Je suis pas Madame Irma, mais on peut par pas contre, savoir. je sais que dans le passé, on est toujours retourné. Donc, encore une fois, ce qu'il y a de certain, c'est que la situation de la dette française est critique et que les marchés dérivent doucement. C'est-à-dire qu'on a rompu les amarres. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'on continue, puis qu'un jour, ça pète à la hausse comme ça, d'un seul coup. Ou alors, qu'il y a ce qu'on appelle un événement exogène qui se passe. Par exemple, que le prix du pétrole explose à la hausse. À cause d'une crise au Moyen-Orient, par exemple ? À cause des crises au Moyen-Orient, et peut-être aussi parce que tout le monde a utilisé ses stocks, il n'y a plus de stocks, et c'est d'un seul coup, bon... Mais mettons que le pétrole passe de 70 à 140, ou j'en sais rien. À ce moment-là, l'Allemagne sera dans une situation très difficile parce qu'elle est très grosse exportatrice d'énergie. Ses taux monteront brutalement. Les nôtres monteront, plus la prime de risque sur la France. Et là, on saute. Donc, la France est aujourd'hui... Il pourrait y avoir un événement exogène, une guerre, ou j'en sais rien, comme ça arrive parfois dans l'histoire, les trucs auxquels on ne s'attend pas, quoi. Ouais. Et là, on ne tient pas. Ou une faillite bancaire. Ou une faillite bancaire, n'importe quoi. Donc je veux dire par là, c'est vraiment un événement exogène comme ça qui frappe. La France n'a pas la capacité de résister. Ouais. Ou une sorte de Lehman Brothers qui sont un événement extérieur. Enfin, par définition, on ne peut pas le savoir. Voilà, on ne peut pas savoir. Donc, je ne sais pas quand ça va se passer, mais je sais qu'on ne peut pas prendre on ne peut pas prendre un choc. On ne peut plus prendre un choc, on n'a plus les reins assez solides. Quoi. Et c'est là où, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Ben non. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Voilà, c'était le bouquin de ce brave Romain Gary. Romain Gary, qui est un auteur que j'adore et qui est un bouquin très drôle. Romain Gary était d'une finesse incroyable. Et c'est un bouquin, bon, comme lui, c'était quelqu'un de très sensuel et très sexuel. Et ce livre, il y a une chronique avec un Américain qui joue au golf, qui parle de sa relation aux femmes. Et je vous invite à la lire parce que je ne saurais lui rendre justice. Et c'est un monument de drôlerie. Oui, il avait été consul. C'est lui qui avait cette phrase admirable. Il avait été consul de France à Los Angeles. Et cette phrase admirable qui dit « Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule en moi ». J'adore Romain Gary. Il y avait un autre livre qui était très beau, mais complètement un ovni, qui s'appelait Chien blanc. Je ne sais pas si tu l'as lu en général, qui était une sorte de manifeste autour du racisme, par cette métaphore du chien, et qui est aussi un très beau livre à lire. Bon, au-delà de tous ces livres, c'est un auteur. Je crois que parmi les auteurs que j'ai jamais rencontrés, il y a lui et Maupassant. Et je pense qu'ils étaient compatibles d'ailleurs parce qu'ils partagent une réelle sensualité pour les femmes, pour la nourriture. Et je pense que dans un grand univers où les gens devraient se retrouver, tu sais, c'est le jeu des 7 familles. Oui. Je les aurais mis dans la même famille et ils auraient bien joué ensemble. Oui, ils avaient un côté, oui, c'est vrai qu'ils avaient un côté... Rabelaisien, peut-être un peu. Oui, non, mais ils aimaient les femmes, ça c'est sûr. Ah ça, l'un et l'autre, oui.
qui le rendait bien en tout cas. Oui. J'aurais pu mettre, comment il s'appelle, Sacha Guitry dans cette famille-là aussi. Sauf que il aimait beaucoup les femmes, mais je sais pas si elles étaient très contentes de ses services. C'était ça. Au début, oui. Au début, quand il était jeune, peut-être. Quand il était jeune, mais je pense qu'il aurait bien rigolé avec Romain Gary. Oui, c'est possible. Ils sont connus probablement. Ouais. À l'époque, les grands se connaissaient tous. Ouais. C'est des petits. Il n'y a plus de grands. Il n'y a plus que des petits partout. Qui se connaissent tous d'ailleurs. Oui. Les petits se connaissent entre eux, ils ne veulent pas qu'on fasse autre chose. Mais c'est vrai que c'est magnifique quand tu regardes des témoignages du Grand Paris, des années 20, des années 30. Tout le monde se connaissait. Et tout le monde se connaissait mondialement. C'est-à-dire que les artistes, je ne sais pas, quand tu regardes quelqu'un comme Frida Kahlo, elle allait connaître. Et les gens se connaissaient. Je ne sais pas, il suffisait d'aller à la Coupole et visiblement, tu connaissais tout le monde. C'était. Aujourd'hui, quand tu vas à la Coupole, Moi, t'es content si c'est chaud. Ce que disait Churchill, quand il avait un champagne qui était tiède, il disait enfin quelque chose qui n'est pas froid dans un dîner. Oui, c'est ça. Tout était froid sauf le champagne. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu les Marx Brothers aussi. Voilà, écoutez, j'espère que vous nous avez suivis avec autant de joie que nous avons pris à faire cette émission. La semaine prochaine, je pense qu'on fera peut-être un sujet de société parce que je voudrais faire le bouquin de Gad, ça y est, j'ai oublié son nom de famille, Sade, qui est un bouquin... Il est vachement bien ce cas-là. Oui, sur le wokisme. Oui. Et donc, il a été traduit en français, donc je vais le lire. Et je vais en aller pour une chronique. Ce qui nous permettra de faire une chronique un peu plus sociologique, ce qu'on n'a pas fait depuis la rentrée. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un jour un peu de travail. Je vais demander à Léonard et à tous de chercher un peu. C'est qu'est-ce qui est arrivé à la gauche depuis 40 ans pour qu'on passe de cette espèce de défense de la liberté, à cette espèce de crétinerie qui est devenue la gauche aujourd'hui. Comment la gauche est-elle devenue imbécile ? J'ai une réponse, mais on va le traiter la semaine prochaine, parce que j'ai une réponse électoraliste. Ah oui. Voilà, merci de nous avoir suivis. On aurait pu faire une autre heure, mais on va lire le bouquin de Gad Sade entre-temps, qu'on chroniquera la semaine prochaine. À très bientôt, merci beaucoup.